Alors, on va maintenant résoudre deux autres exercices sur le champ magnétique qui pourront nous permettre de maîtriser, de bien maîtriser le champ magnétique. Alors, j'ai filmé les deux exercices au début de la vidéo. Vous pouvez mettre sur une pause répartie en arrière et essayer de voir ce que vous pouvez faire. Et après, enlever sur pause et voir la correction. Alors, on prend rapidement connaissance de l'exercice numéro 1, numéro 4. Et nous allons voir comment nous allons proposer une correction par rapport à ça. Alors, on nous dit ici on dit une aiguille aimantée est placée au point M de la figure ci-dessous. Son extrémité nord est orientée vers le pôle sud d'un aimant numéro 1. Le champ mesuré au point M créé par ce aimant est égal à B1 égal à 3,5 millitesla. Dans le plan de la figure, est placé un autre aimant numéro 2. Bon, je vais reproduire la figure pour qu'on puisse bien comprendre. On a ici un premier aimant. C'est un peu en bas. Ok, avec la figure, je pense que on pourra bien lire et comprendre l'énoncé. Donc, on nous dit une aiguille aimantée est placée au point M de la figure ci-dessous. Voici, voilà. Nous sommes au point M, ok. Au point M, ok. Donc, au point M, vous voyez que au point M, ils ont placé une aiguille aimantée. Là, nous avons un aimant droit. Donc, au point M, ça, c'est une aiguille aimantée qui est là. OK? Point M. Alors, on poursuit. Son extrémité nord est orientée vers le pôle sud d'un aimant numéro 1. Voici l'aimant numéro 1 qui est là. OK? Maintenant, on dit que l'extrémité, donc l'extrémité nord, voyez, le son qui est là, c'est pour l'aiguille aimantée. On dit que son extrémité nord est orientée vers le pôle sud. Donc, l'extrémité nord de l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, est placée au pôle sud. Est placée vers le pôle sud de l'aimant numéro 1. Donc, de l'aimant de la figure numéro 1. C'est un aimant donc, ok? Voilà. En fait, cette position de l'aiguille aimantée, ok, est venue à l'existence par rapport à l'autre aiguille aimantée, par rapport à
je sais pas comment on dit celui-là. L'aimant qui est là, ok? En fait, au début, c'était quoi? Au début, c'était comme ça. Regardez. L'aimant droit était là. Cet aimant de la figure numéro 1 était là comme ça, ok? Donc, vu que lorsque nous avons un aimant, on sait qu'un aimant, n'est-ce pas, c'est une source de champ magnétique, ok? Donc, nous, on a des lignes de champ, n'est-ce pas? Et comment sont les lignes de champ? Les lignes de champ, n'est-ce pas, sont entrant par le sud et sortant par le nord, n'est-ce pas? Ok. Voyez? Ça sort et là, ça rentre. Ça sort, et là, ça rentre, ok? Et on peut, dans les autres circuits, je n'ai pas fait ça, mais on peut faire comme ça aussi. D'autres lignes comme ça. Tous rentrent comme ça. Tous rentrent. On est le sud, donc tout rentre. Ça rentre. Ça sort. Non, pardon, ça sort. Ok. Donc, vous voyez que au début, l'aimant 3 qui est là, ok? Bon, je précise que la position de l'aiguille aimantée de façon verticale comme ça, ok? De façon oblique, est arrivé à cause de ce monsieur, ok? À cause de l'aimant qui est là, ok? Sinon, au début de l'existence, au début de l'expérience, lorsque ce témoin n'était pas encore là, qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que on a un aimant droit, n'est-ce pas? Donc, qui a un champ magnétique autour de lui. Alors, vous voyez que si l'aiguille aimantée était comme ça au début, aimantée, on va dépasser ce schéma-là. L'aiguille aimantée était comme ça au début. Ok. Vous voyez? Alors, je fais comme ça d'abord. Ce témoin, nous avons autour du témoin des lignes de champ, ok? Et on sait que lorsqu'il y a champ magnétique, n'est-ce pas, il y a toujours le vecteur champ, ok? Le vecteur champ, ok. Alors, le vecteur champ, lorsque nous sommes sur les lignes, n'est-ce pas, qui sont curvilignes, le vecteur champ est tangente, n'est-ce pas, à ces lignes, ok? Voilà, tangente, on peut le représenter partout ici, on peut représenter le vecteur champ B, n'est-ce pas, partout sur les lignes de champ, ok? Voilà, comme ces lignes sont curvilignes, n'est-ce pas, le vecteur champ B sera tangente, ok? Tangente, pour tracer le vecteur, par exemple, en tout point, on peut le tracer, ok? Vous tracez 3 points, n'est-ce pas, consécutifs comme ça, ok? Vous pouvez passer 3 points, ok? Et puis vous prenez une règle, faites comme ça. Oh, je sais pas bien faire. Voilà. Et au point M considéré, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est B qui est là, ok? Bon, là, je vais tracer B aussi, n'est-ce pas? Je prends 3 points, n'est-ce pas? Je trace, vous voyez que j'aurai un truc comme ça, ok? B, ok? Donc, en chaque point ici, n'est-ce pas? Le vecteur B est tangente, n'est-ce pas? Au droite, ok? Mais, lorsque nous sommes vers la face comme ça, ok? Puisque, et vous voyez que ça c'est pas la bonne truc, comme ça sort. Voilà. Et vous voyez quoi? B, vous voyez que les lignes de champ sont orientées, n'est-ce pas, dans ce sens comme ça, sont orientées dans ce sens. Ok? Et vous voyez que B suit toujours le sens des lignes de champ. B suit toujours le sens des lignes de champ. Le vecteur B a un sens qui suit les lignes de champ, ok? Donc, regardez ce niveau ici, là. Vous voyez que les lignes de champ rentrent comme ça, n'est-ce pas, ok? Ça rentre toujours vers le sud, ok? Donc, du coup, à ce niveau-là, le vecteur B a un sens comme ça. Ok? À ce niveau-là, ok? C'est comme ça, ok? Parce que vous voyez qu'à ce niveau, n'est-ce pas? Les flèches comme ça, ok? Hier, bon, pour les vidéos précédentes, n'est-ce pas? J'ai pas
Ils ont fait les choses, les lignes curvilinées à ce niveau, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça les lignes sont, ok? Donc à ce niveau-là, n'est-ce pas? Les lignes ont un sens qui rentre dans le sud, ok? Or, le vecteur B suit toujours, n'est-ce pas, à le même sens, n'est-ce pas, que les lignes, ok? Donc, et on sait aussi que lorsque on place une aiguille aimantée, n'est-ce pas, dans le champ, lorsqu'on place une aiguille aimantée dans le champ, l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, va prendre le sens sud-nord du vecteur champ magnétique. Ok? Regardez. Le champ magnétique, n'est-ce pas? J'ai dit que la tête, n'est-ce pas? C'est le nord. Donc, la tête, c'est le nord. Et si vous dites la queue, c'est le sud. Ok? Donc, si on place une aiguille aimantée ici, dans ce champ, n'est-ce pas? L'aiguille aimantée, n'est-ce pas? Va se compter de la même chose, n'est-ce pas? Le devant ici, n'est-ce pas? Sera quoi? Sera le nord. Et le derrière sera quoi? Le sud. C'est comme ça. Ça se passe lorsqu'on place une aiguille aimantée dans un champ magnétique. Lorsqu'on place une aiguille aimantée dans un champ magnétique, l'aiguille aimantée va prendre un sens sud-nord, n'est-ce pas, du vecteur champ magnétique. De la même manière que le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas? Vous voyez, le vecteur champ magnétique suit les lignes de champ et l'aiguille aimantée suit le vecteur champ magnétique. Le vecteur champ magnétique suit la ligne de champ et l'aiguille aimantée suit le vecteur champ magnétique, ok? Donc, voilà la direction, n'est-ce pas? Le sens qu'avait l'aiguille aimantée là. Donc, l'aiguille aimantée avait l'extrémité nord orientée, n'est-ce pas, vers l'extrémité sud, n'est-ce pas, de l'aimant. Maintenant, lorsqu'ils ont positionné l'autre aimant comme ça ici, n'est-ce pas, donc vous voyez que il a dévié maintenant. Il dévie maintenant, ok? Donc, avant, je vais anticiper. Il dévie, ok? Mais, s'il dévie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il est en train de dévie, n'est-ce pas, ok? La partie nord, là, est en train de monter. Vous voyez que là, le nord monte. Le nord est en train de monter, ok? La partie nord monte, ok? Monte. Et la partie nord monte. La partie sud, maintenant, vient maintenant vers les mandats qu'elle a, ok? Donc, on voit que la force que ce témoin-là est en train d'exercer sur cette aiguille aimantée tend à tourner l'aiguille aimantée comme ça. C'est-à-dire que son extrémité sud arrive ici. Ce qui veut dire que maintenant, vous voyez que là c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Lui, il continuait, l'aimant droite était là, continuait son action de rotation. Mais c'est bloqué de façon oblique. Ça veut dire que si lui n'est plus là, on enlève lui là, l'aiguille aimantée va venir maintenant ici maintenant. Donc l'extrémité, on sait que ça c'est l'extrémité nord de l'aiguille aimantée. Donc l'extrémité sud va venir ici. Ok? Mais lorsque on met les deux aimants, n'est-ce pas? C'est à cause des deux aimants, n'est-ce pas, qui restent comme ça. Mais si on enlève lui là, vous voyez que si on enlève lui là, il vient comme ça. On enlève lui là, il vient comme ça. Ok? Maintenant, si on enlève lui là, et que lui il vient comme ça, vous voyez que c'est l'extrémité sud de celui-là qui vient ici. Mais si c'est l'extrémité sud de lui qui vient ici, ok? Ça veut dire que forcément lui là, cette partie c'est la partie nord. Ok? La partie nord qui est là. Voilà. Donc c'est un peu ça, ok? Voilà, c'est un peu spécial. Donc au début, voilà comment la vie aimantée était. Donc, je mets mon schéma, vous comprenez. Voilà. Donc on dit que son extrémité nord, n'est-ce pas, est orientée vers le pôle sud de l'élément 1. Ok? Donc voilà, voilà, donc l'extrémité nord est orientée ici, n'est-ce pas? Ok, voilà. Maintenant on dit le champ mesuré au point M créé par ce témoin est égal à B1 égal à 3,5 μT. Donc, au début, lorsque l'extrémité nord de l'aiguille aimantée était là, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a toujours un vecteur champ, B, n'est-ce pas? Ok? C'est le vecteur champ B qui était là, n'est-ce pas? Qui a été suivi, n'est-ce pas? Par l'aiguille aimantée. Donc, ce vecteur champ B qui était créé là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? On donne sa valeur. Ok? Donc,
le voilà ici qui est là. Donc c'est vecteur champ B là qui est là, ok. Donc c'est B1 qui est là, B1, ok, voilà. C'est B1 qui est là, ok, voilà. Vecteur champ B, c'est comme ça. Là on est tous d'accord, ok. Ce vecteur champ B là, n'est-ce pas, que l'aigu aimanté avait suivi, ok, voilà. Mais après maintenant que l'autre aimant est venu, il a commencé à dévier pour faire un alpha, ok, donc champ B. Et donc ce vecteur là, n'est-ce pas, ok, donc sa valeur est donnée, ok, sa norme est donnée qui est quoi, 3,5 millisieverts, ok. Dans le plan de la figure est placé un autre aimant numéro 2. Voici l'aimant numéro 2 qui est là, ok. Et là, voilà. Maintenant, on dit l'aigu aimanté dévie et forme un angle alpha. Donc, l'aigu aimanté a dévié, n'est-ce pas, et a formé un angle alpha, ok. Alpha égale à 30 degrés par rapport à l'axe élément numéro 1, ok. Voilà. Donc, ça a formé un angle alpha. La déviation a formé un angle alpha, n'est-ce pas, qui est égal à 30 degrés, n'est-ce pas, par rapport à, voilà, n'est-ce pas, l'axe du B1, ok. Donc, voilà. Maintenant, on nous dit ici de trouver le pôle nord et le pôle sud de l'aigu numéro 2, ok. Mais, c'est très simple, ok. Si, on a déjà démontré, si sa présence, n'est-ce pas, dévie l'aigu aimanté, de sorte que c'est son extrémité sud qui vient vers, qui se rapproche, n'est-ce pas, de l'aimant, ok. Alors, on peut dire que la partie de l'aimant, n'est-ce pas, qui est proche de l'extrémité sud de l'aigu aimanté ne peut être que le pôle nord. Ça, c'est le pôle nord qui est là, ok. Voilà. C'est le pôle nord qui est là. Voilà, c'est ce qu'on va dire, ok. Voilà. Donc, on dira que pour cette réponse, je n'ai pas écrit. Voilà, on note ça. Mais dans tous les cas, je vais envoyer la correction sur WhatsApp. Alors, on dira que ça, nord et puis sud. On dira que puisque l'aimant numéro 2, ok, dévie l'aigu aimanté de sorte à attirer, n'est-ce pas, le pôle sud puisque l'aigu aimanté numéro 2 dévie l'aimant numéro 2 dévie l'aigu aimanté de sorte à attirer, de sorte à rapprocher son pôle sud vers lui, ok. Alors on en déduit que la partie de l'aimant droit proche, n'est-ce pas, de l'extrémité sud, n'est-ce pas, est le pôle nord, ok, et l'autre partie plus bas est le pôle sud. On a fini, ok. Voilà. Maintenant on dit de représenter au point M les champs magnétiques B1 créés par l'élément numéro 2 et les champs magnétiques B2 créés par l'élément numéro le champ magnétique B1 créé par l'élément numéro 1 et B2 créé par l'élément numéro 2. Puis on déduit le champ magnétique résultant BM. Alors, donc lui, on a déjà vu que, voilà comment est orienté, n'est-ce pas, le champ magnétique B1, n'est-ce pas. Alors, si le pôle sud là, n'est-ce pas, si l'aigu aimanté, n'est-ce pas, vient comme ça, ok, comme ça, ok, on dit toujours que l'aigu aimanté suit quoi? Il suit, n'est-ce pas, le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas, ok. Donc, si l'aigu aimanté est comme ça, parce qu'en réalité, c'est comme ça il devait être, si je n'étais pas là, ok, parce qu'il y a un champ B qui est là, qui est en train de l'attirer, voilà. Donc, s'il est comme ça, ça veut dire qu'il y a le champ B qui le suit là, ok, est comme ça. Voyez un peu, comme ça. Et le champ B qui suit est comme ça, ok, voilà. Et sur le champ B qui suit là, ok, sur le champ B là, le champ B est orienté. Comment le champ B est orienté, ok, voilà. Ça c'est toujours le nord du champ B qui est là, ok, voilà. Et ici c'est le nord du champ B qui est là, n'est-ce pas. C'est-à-dire que
Non, attention, attention, attention. Voilà. Donc, attention. Attention là. Bah, voilà faire. Donc, voilà. Regardez, c'est vrai, le pôle sud est attiré, n'est-ce pas? Ça, on le sait. Ok, d'accord. Pôle sud est attiré, n'est-ce pas? Ok. Si le pôle sud est attiré, n'est-ce pas? Ok. Le pôle nord, ça comme ça, ok? N'est-ce pas? Pôle nord comme ça. Voilà. La science, elle est exacte. Voilà, on ne se trompe pas. Si tu suis la logique, tu ne te trompes pas, forcément. Alors, c'est le pôle sud qui attire, d'accord, ok? Voilà. Donc, si le pôle sud est attiré, n'est-ce pas? Et le pôle nord est comme ça, le pôle nord est comme ça, ok? Donc, vous voyez que, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'aigu aimanté, n'est-ce pas, suit quoi? Il suit, n'est-ce pas, le sens du champ B qu'il a, du vecteur champ B qu'il a créé, ok? Et il est quoi? Il va. Or, le sens du champ B, c'est toujours, n'est-ce pas, du sud vers le nord, ok? Voilà. Donc, ça veut dire que le champ B créé là, seulement est comme ça. Comme ça. Voilà. Partout est aigu aimanté, comme ça. Si on dit, n'est-ce pas, une aiguë aimantée a été influencée, une aiguë aimantée est influencée par un champ B, et que l'aiguë aimantée est comme ça, et que l'extrémité nord de l'aiguë aimantée est là, n'est-ce pas? Si vous trouvez une aiguë aimantée qui est comme ça, nord est ici, sud est là comme ça, et on vous dit que l'aiguë aimantée là, n'est-ce pas, la position que l'aiguë aimantée a eue là, est le flux, n'est-ce pas, de l'impact d'un champ B. Avait dit que le champ B là, il est comme ça. Ok, voilà. Donc comme pour nous, le nord est en train de monter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est comme ça, nord-sud, ok? Et le champ B là est comme ça aussi. Sud-nord, sud-nord. C'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que le champ B2 est comme ça. B2 comme ça. Voilà. Voilà comment champ B2 est. Ok. Donc là, nous avons le vecteur champ B2 qui est là et le vecteur champ B1 qui est là. Ok. Alors, on a positionné B2, on a positionné B1. Ok, voilà. Quelqu'un pouvait dire comme ça que ce sera comme ça, ok, comme ça, voilà. Non, mais lorsque il y a deux champs magnétiques qui sont là, c'est comme ça on fait, ok, voilà, ok. Sinon ça c'est le sens, c'est un sens aussi du vecteur champ B, n'est-ce pas? Mais il est commode et normal de pouvoir le faire comme ça, soit que les deux vecteurs aient le même origine, ok, voilà. Alors on a donner le sens, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on nous dit maintenant, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, le vecteur BM, n'est-ce pas, qui résulte de ces deux vecteurs, ok? Très simple, c'est comme ça. Vous voyez? Il est comme ça. Il passe au mieux. Voilà. Non, langue alphabet touche. Là, ce qu'il a, ok? Voilà. Donc, voici BM qui est là. Voici BM qui est là. Voilà. Donc, lorsque deux vecteurs se superposent, ok? Lorsque deux vecteurs, n'est-ce pas, sont créés, n'est-ce pas, par des champs magnétiques, ok? Comme ça, si c'est comme ça, le champ magnétique qui en résulte, c'est comme ça. Ok? Voilà. Au milieu des deux. Voilà. Alors, donc nous avons BM qui est là. BM. Vous voyez que nous avons BM qui est là, ok? Notre marqueur, s'il vous plaît. Attention vecteur au vecteur, champ magnétique, vecteur. Ok, voilà. Alors, donc voici BM qui est là. Maintenant, on poursuit l'exercice.
on nous dit représenter au point M, donc on a représenté au point M, n'est-ce pas, les trois vecteurs, ok? Voilà. Maintenant, 2, en 3, on nous dit calculer la valeur de B2, ok? Champ magnétique B2, ok? Donc, on nous demande de calculer la valeur B2 du champ magnétique B2, ok? Donc, valeur de B2. Alors, ici, lorsque nous avons la superposition des deux vecteurs champ magnétique, ok? Ce qu'on fait pour trouver les valeurs, n'est-ce pas? C'est les propriétés du terrain rectangle, ok? Les propriétés du terrain. Quand nous avons un terrain rectangle, n'est-ce pas? Les propriétés, ce qu'on va prendre, ok? Voilà. Nous avons un terrain rectangle, on a l'hypoténuse, n'est-ce pas? Nous avons l'hypoténuse, nous avons les deux autres carrés, les deux autres côtés, ok? C'est ce qu'on va prendre ça pour pouvoir trouver les valeurs. On va rendre ça un peu bien commode. Voilà. Alpha est là comme ça, ok. Voilà. Alors, on va B2. Ouais, B2. Ok, B2 est là, n'est-ce pas, ok? Alors, d'abord, j'aimerais d'emblée dire que lorsque nous avons le vecteur qui résulte, n'est-ce pas? Le vecteur qui résulte, n'est-ce pas, de ces deux-là, ok? Le vecteur qui résulte à, on dirait que BM égale à quoi? Ça, BM sera quoi? Sera égal à B2 plus B1. Voilà. Lorsqu'il y a la superposition de deux vecteurs, n'est-ce pas, champ magnétique, le vecteur qui résulte là, hein, il est égal au vecteur, égal à la somme de ces deux vecteurs là. Donc BM égale à B2 plus B1, ok? Voilà. Ça, c'est une formule à retenir dans le champ magnétique. Ok? Maintenant, ici, on demande de trouver B2, ok? On va voir quelle propriété du terrain rectangle, n'est-ce pas? On va dire du terrain rectangle qu'on peut utiliser pour pouvoir ça, les propriétés trigonométriques, ok? Pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, la B2, ok? Alors, on sait déjà que l'angle alpha est là, n'est-ce pas? Ok. Je vais bien faire ici aussi. Okay. Alors, si je vais calculer, par exemple, je décide de calculer tangente alpha. Tangente alpha, ok? Voilà. Regardez ici. Là, c'est comme si nous avons un triangle rectangle, ok? Là, 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 là. On a un triangle qui est rectangle, ok? Et voici l'hypoténuse qui est là. Ah, c'est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Bon, BM. Donc, on voit que BM est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc, alpha, ça fait côté opposé, ce côté adjacent. Tangente, on dit, nous avons le fameux mot SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ok. Sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. Tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, la tangente de l'angle alpha, ok, c'est égal à quoi? On nous dit côté opposé sur côté adjacent. Donc, quel est le côté opposé, n'est-ce pas, à l'angle qui est là, ok? C'est ça, ok? Mais il n'y a pas de nom ici, n'est-ce pas? Mais vous voyez que ce côté-là, n'est-ce pas, est parallèle, n'est-ce pas, à B2, ok? Donc, du coup, ce côté, c'est aussi égal à B2, ok? Donc, alpha égale à quoi? On va dire c'est égal à B2 divisé par quoi? B divisé par quoi? Ce côté, on dit ce côté adjacent. Le côté adjacent sur B1, ok? Sur B1. Sur B1. Donc, alpha égale à quoi? B2 sur B1, ok? Donc, on va tirer B2, n'est-ce pas? Ce qui équivaut à dire que, n'est-ce pas? B2 fois 1
Si je suppose que alpha ici est divisé par 1 ici, n'est-ce pas? Donc B2 fois 1 égale à quoi? Alpha fois B1 égale à tangente alpha fois B1. Ok, voilà. Donc j'ai la valeur de B, non, B, donc B2 égale à tangente alpha multiplié par B1. Voilà, ok. Donc voici la valeur de B2 qui est là, ok. Donc on a alpha, ok. Ils ont donné aussi la valeur de B1 aussi, ok. B1 ça fait 3,5 millitesla, ok. Donc vous multipliez avec la calculatrice, vous multipliez, n'est-ce pas? Donc B2 égale à 3,5 multiplié par quoi? Par tangente de 30 degrés. Ok. Donc, en faisant ça, on trouve la valeur de B2. Maintenant, on nous dit d'en déduire la valeur de BM. La valeur BM, champ mathematique B2, ok? Voilà. Alors, pour trouver la valeur de BM, vous voyez que BM est ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est en termes de vecteur, ok? C'est le vecteur. Donc, on va trouver, donc, on rappelle ici que BM égale à quoi? B2 plus B1. Donc BM, la valeur maintenant, ça fait racine carrée de B2. Ok? Au carré plus B1 au carré. Voilà. Donc on a déjà B1 qui est connu, n'est-ce pas? Donc BM égale à, n'est-ce pas? Bon, B1 avec 3,5, n'est-ce pas? Au carré, n'est-ce pas? Plus la valeur de B2 que vous allez trouver en faisant ça, n'est-ce pas? Et là, nous avons un truc, ok? Et les valeurs seront en millitesla, ok? En Tesla, ok? Donc, voici un peu la proposition de la question, n'est-ce pas, d'exercice numéro 1. Ok. On va passer à l'exercice numéro 2. Bon, ça c'est le numéro 4. On passe maintenant au 5 maintenant. Alors, l'exercice numéro 5. C'est un exercice qui semble être un peu difficile pour les élèves. Mais, comme je dis, en sciences physiques, si on suit la logique, on finit par s'en sortir. Ok? Rien n'est difficile. Ok? Il suffit de suivre la logique. Ok? Bon, on va prendre rapidement connaissance de l'exercice et nous allons traiter l'exercice. Ok? On suit attentivement. Alors, c'est même l'extrait du bac de lycée municipal à Tokoubé 2016. Ok? Alors, on nous dit ici, n'est-ce pas, que un solénoïde de longueur L égale à 50 cm, on sait que voilà, un solénoïde, n'est-ce pas, c'est une bobine, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui dont la longueur fait au moins 10 fois le rayon. Alors, c'est égal au rayon, mais c'est supérieur au rayon. C'est égal à 10 fois le rayon, bien supérieur à 10 fois le rayon. Voilà. Alors on dit son axe, bon, un solénoïde de longueur L égale à 50 cm. Donc ils ont donné la longueur du solénoïde. On dit ce solénoïde comporte 350 spires de 4 cm. Donc ce solénoïde, n'est-ce pas, comporte 350 spires de 4 cm de diamètre. Ok? Ça veut dire quoi? Donc voici le solide qui est là. Ok. Voici les spires. Bon, la longueur est donnée, n'est-ce pas, hein? Ça fait L égale à... Le solénoïde, comme je l'ai dit, c'est pas rectangulaire, hein? Voilà. En fait, c'est comme ça. C'est pour simplifier les choses qu'on met de façon que nous fait rectangulaire, ok? Sinon, c'est un cylindre, ok? Comme un cylindre comme ça, ok? Maintenant,
il y a des fils qui sont enroulés comme ça. Enroulés. Comme quoi, regardez. Je sais pas si j'ai un truc ici, si j'ai une corde. Je devrais avoir une corde ici, voilà. Donc, c'est comme un cylindre, ok, voilà. Et un enroulement. Voilà, ok. Je crois que les... voyez. Donc c'est ce qu'on appelle les spies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, vous voyez un peu, voilà. Donc c'est un cylindre, il y a un cylindre comme ça. Autour du cylindre sont enroulés, n'est-ce pas? Je crois que c'est une tige en cuivre, ok, voilà. C'est les cuivres, n'est-ce pas, qui enroulent comme ça, ok, voilà. Tige en cuivre comme ça, ok, voilà. Donc pour simplifier, on fait comme ça. Donc on dit la longueur du solénoïde égale à quoi? Égale à 50 cm. Donc la longueur du solénoïde égale à 50 cm. Ok. Et à 350 spies. Ok. Maintenant, 350 spies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 350. Maintenant le diamètre 4 cm. Donc le diamètre des spies là fait 4 cm. Ok. Voilà. Vous voyez que c'est comme un cercle. Ok. C'est comme un cercle là, n'est-ce pas? Donc le diamètre, n'est-ce pas? Ça fait 4 cm, ok? 4 cm, ok? Voilà. Donc voici un peu comment comprendre l'information qui est donnée là, ok? Maintenant on dit son axe horizontal est perpendiculaire au méridien magnétique, ok? Voilà. Et c'est là qu'on va venir, ok? C'est là que je vais bien expliquer pour que vous compreniez, ok? On dit son axe horizontal est perpendiculaire au méridien magnétique. Réunissez toute votre force d'attention. Réunissez toute votre force d'attention et écoutez l'explication qui va suivre. Alors, pour mieux comprendre encore ça, on va, comme d'habitude, représenter le solénoïde, n'est-ce pas, avec une figure cylindrique, pardon, rectangulaire. Voici le solénoïde qui est là, ok? Voici l'axe du solénoïde, ok? On va faire un petit rappel, n'est-ce pas, par rapport au méridien magnétique. J'ai dit que les mandroits et le solénoïde ne sont pas les seules sources du champ magnétique. La Terre est aussi une source de champ magnétique, ok? Maintenant, souvent dans les expériences, comme l'intensité des autres champs est un peu plus élevée, c'est pourquoi souvent on l'ignore, ok? Sinon, la Terre aussi, une source de champ magnétique, ok? La Terre crée, n'est-ce pas, un champ magnétique, ok? Alors, le vecteur champ magnétique créé par la Terre, ou bien qui résulte de la Terre, comment on le représente? Le vecteur champ magnétique terrestre a deux composantes, ok? Une composante verticale, BV, et une composante horizontale. BH. Ok? Et le vecteur champ magnétique va résulter, n'est-ce pas, ces deux composantes, ok? Comme ça. Ça, c'est le vecteur champ magnétique terrestre, ok? Dirigé vers le bas. Ok? Un angle ici, ok? Voilà. Donc, le vecteur champ magnétique terrestre est dirigé vers le bas. Ok? Et le vecteur champ magnétique terrestre a deux composantes, BH et puis BV. Et les deux là, les BH et BV sont orthogonaux. Et donc, ces deux vecteurs là, n'est-ce pas, étant orthogonaux, n'est-ce pas, forment un plan vertical. Ok? Et c'est dans ce plan vertical là, n'est-ce pas, que le vecteur champ magnétique terrestre se trouve. Ok? Voici, si je veux vous faire comprendre ça mieux, dans l'espace où nous sommes, n'est-ce pas, tout plan qui est arrêté, n'est-ce pas, c'est un plan vertical. Okay? C'est un plan, donc,
vous voyez ce cahier-là. Ce cahier-là est dans un plan vertical, ok? Ok? Ça là, c'est un plan vertical. Ok? Si je fais ce cahier comme ça, ce livre comme ça devient un plan horizontal. Un plan horizontal, ok? Quand c'est comme ça, c'est un plan, n'est-ce pas, incliné. Vous voyez un peu. Donc, quand ce cahier est comme ça, si quelqu'un me dit, si nous sommes en train de discuter et que quelqu'un me dit de me donner la direction du champ magnétique terrestre, puisque je sais que le champ magnétique terrestre est dans un plan, si je veux faire bien comprendre à la personne, je vais prendre un cahier comme ça, puisque le cahier même c'est comme un plan, ok? Voilà. Je pense de lui, n'est-ce pas? Je lui dis, tu vois ce plan, c'est un plan qu'elle a, ok? Ça peut être positionné comme ça. Si c'est positionné comme ça, c'est toujours un plan. Dès lors que c'est de façon verticale, toujours un plan. Plan, 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 plan. Ok? Et le vecteur champ magnétique est dans ce plan-là, ok? Alors, si on est comme ça, je dis que ça, c'est la composante horizontale. Ça, c'est la composante verticale. Ok? Donc, le vecteur champ magnétique terrestre est comme ça. Donc, je lui dis que voici comment le vecteur champ magnétique terrestre se trouve. Ok? Vous voyez? Voilà. Et si lui et moi on est passé comme ça, ok? Je lui dis que voici la composante horizontale, voici la composante verticale. Le vecteur champ magnétique terrestre est comme ça, ok? Donc, je reviens à la première position. Donc là, je lui dis que voici la direction du vecteur champ magnétique terrestre. Et c'est tout divisé vers le bas. Je fais comme ça et je prends le cahier. Je dis voilà. Comment ça y est, ok? Voilà. Alors, le plan dans lequel le vecteur champ magnétique se trouve est appelé le méridien magnétique. Donc, c'est ce plan-là, n'est-ce pas? Ce plan vertical-là, n'est-ce pas? Qu'on appelle le méridien magnétique. Ok? Et dans l'exercice, et sachez que lorsque on met une aiguille aimantée dans la nature, en l'absence d'une autre source de champ magnétique, n'est-ce pas, l'aiguille aimantée naturellement, n'est-ce pas, prend le sens du quoi? De la composante horizontale. Ok? La composante horizontale, n'est-ce pas, indique le nord magnétique. La composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre indique le nord magnétique. Ok? Et comme j'ai dit, comme je le dis toujours, lorsque une aiguille aimantée, n'est-ce pas, est influencée par un vecteur magnétique, n'est-ce pas, ça suit le sens. Ok? Donc on a sud-nord, on aura sud-nord ici aussi, donc sud-nord. Ok? Voilà. Donc voilà comment le se comporte. Ok? En l'absence de source de champ magnétique, une autre source, ben, quand je dis une autre source de champ magnétique, c'est-à-dire que aimant droit ou bien sonoïde parcouru par un courant. Ok? Quand on veut parler de sonoïde et qu'il y a champ magnétique dans le sonoïde, on t'a dit qu'il est traversé par un courant. C'est lorsque le sonoïde ou bien la bobine est traversée par un courant qui devient une source de champ magnétique. Ok? Alors, lorsque l'aiguille aimantée est placée sans notre source de champ magnétique, n'est-ce pas, l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, va toujours prendre le sens du nord, le sens, n'est-ce pas, de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Ok? Voilà. Et cette composante-là indique le nord magnétique. Cette composante indique le nord magnétique. Ok? Alors, maintenant, on revient à l'exercice. Ça, c'était un petit rappel avant de revenir à l'exercice. Ok? On nous dit que l'axe de notre solénoïde, n'est-ce pas, est perpendiculaire au plan magnétique. Ok? Au méridien magnétique. Ok? Voilà. Donc là, voilà. Donc, on sait déjà que ça, c'est le méridien magnétique. Okay? Donc, le plan dans lequel le champ magnétique se trouve est appelé méridien magnétique. Ok? Voilà. Voilà. Donc, on nous dit que l'axe là est perpendiculaire au méridien magnétique. Ok? Voilà. Donc, on va placer, n'est-ce pas, le méridien magnétique, n'est-ce pas, sur l'axe pour voir si comment ça sera perpendiculaire. Ok? Bon, il suppose que je viens poser le cahier comme ça. Ok? Ça, c'est le méridien magnétique, n'est-ce pas? Ah, c'est l'axe. Donc, je vais passer comme ça. Vous voyez que si je place comme ça,
ok, vous voyez que le plan magnétique n'est pas perpendiculaire à ça, n'est-ce pas? Le plan magnétique est plutôt parallèle. Ok, on dit ainsi, on dirait que quoi? Le plan magnétique, de cette manière, le plan magnétique, n'est-ce pas, est parallèle. Ok, le plan magnétique est parallèle à l'axe du solénoïde. Parce que quand il est posé comme ça, quand vous voyez qu'il est posé, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il est posé, n'est-ce pas? Vous voyez, là, là. Et la composante horizontale, ok? Voilà. Si vous voulez, prenez la composante, comparez par rapport à la composante horizontale, ok? Ça, c'est la composante horizontale, n'est-ce pas? Vous voyez que la composante horizontale même est parallèle, n'est-ce pas, à l'axe. Donc, si je place comme ça, mon plan magnétique, le plan magnétique, pardon, mon méridien magnétique, si je place comme ça, mon méridien magnétique n'est pas perpendiculaire à l'axe du solénoïde, ok? Mais puisque c'est pas cette, il y a pas, je ne peux pas placer mon méridien magnétique uniquement de cette manière, ok? Je peux passer comme ça. Si c'est comme ça, tu as le plan, ok? Dès lors que c'est pas horizontal, que c'est dans le plan, même sa route, ça peut tourner tout dans le plan, ok? Donc, je vais placer maintenant, si je place comme ça, mon plan magnétique, mon médium magnétique, pourquoi j'ai tout le plan magnétique? Vous voyez que là maintenant, je vais dire, mon médium magnétique, n'est-ce pas, est maintenant perpendiculaire, n'est-ce pas, à l'axe du solénoïde, ok? Mon médium magnétique, n'est-ce pas, là maintenant, il est perpendiculaire, n'est-ce pas, ce plan-là est perpendiculaire à l'axe du solénoïde, ok? Et vous voyez, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque le plan magnétique là, ok, le médium magnétique est perpendiculaire à l'axe de celui, n'est-ce pas, il va s'en suivre que la composante, puisque là c'est la composante horizontale, la composante horizontale sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Donc, méridien magnétique perpendiculaire à l'axe du solénoïde, composante horizontale du champ magnétique terrestre est aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Méridien magnétique parallèle à l'axe du solénoïde, composante horizontale du champ magnétique parallèle aussi à l'axe du solénoïde. Ok? Donc ici, le méridien magnétique, s'il est perpendiculaire à l'axe du solénoïde, alors la composante horizontale du champ magnétique terrestre sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde, ok? Voilà. Donc, pour symboliser ça, pour rendre ça simple, qu'est-ce qu'on fait? On fera comme ça, ok? Voilà, comme ça. Voilà. Le champ, donc on a vu à travers l'expérience, n'est-ce pas, que la composante horizontale sera aussi perpendiculaire à l'axe du solénoïde, ok? Voilà. Donc, cette démonstration que j'ai voulu faire, ok? Et là, nous sommes en absence d'abord du courant électrique, du courant, ok? Donc, voilà. Donc, on poursuit l'exercice, ok? Donc, on dit que l'axe... Bon, d'abord, je vais symboliser d'abord. Bon, je laisse comme ça d'abord pour le moment. On lit l'exercice. On dit son axe horizontal est perpendiculaire au médium magnétique, ok? Voilà. Donc, l'axe horizontal du soleil, n'est-ce pas? On a vu que lorsque l'axe est perpendiculaire au médium magnétique, alors la composante horizontale du champ magnétique, n'est-ce pas, est aussi perpendiculaire à l'axe horizontal du solénoïde. Maintenant, en 1, on nous dit de dire si ce solénoïde peut être considéré comme long, ok? Alors, on veut voir si le solénoïde peut être considéré comme un long, ok? On dit si ce solénoïde, n'est-ce pas, peut être considéré comme long, ok? Voilà. Donc, on va voir, bon, voilà.